initié donc, la projection de ce film Système Victoria. Et comme promis, donc, nous avons ce soir le privilège d'accueillir pour discuter avec vous de ce film-là Isabelle Podeville, la chef monteuse du film, et bien sûr Sylvain Découx, le réalisateur. Merci de rester et on va pouvoir donc à présent échanger. Donc Sylvain, comme vous l'avez dit en présentation du film, ce film est adapté donc, du roman éponyme d'Éric Renard. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce roman au point de vouloir l'adapter au cinéma et quels défis avez-vous rencontré pour cette adaptation? Alors, vous m'entendez au fond? Super. Moi, quand j'ai découvert le roman d'Éric en 2011, j'ai tout de suite vu et eu l'intuition qu'il y avait un film à faire. Pour deux raisons qui me sont très vite sautées aux yeux. La première, c'était ce décor, cette arène, donc l'érection d'une tour, un chantier, voilà, la hauteur, les grues, la poussière, le bâtiment. Je trouvais ça très 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 cinématographique, et d'autant plus cinématographique que finalement on ne le voit pas souvent au cinéma, ces décors-là, ces contextes-là. Donc ça c'est la première raison, et la deuxième c'était évidemment la relation d'amour très forte entre David et Victoria. Le personnage de Victoria bien sûr, qui était très fascinant, et encore plus fascinant dans le livre, pour celles et ceux qui ont eu la chance de lire. Et ce qui m'a beaucoup plu dans le bouquin d'Éric, c'était que ces deux personnes, et qui résonne, je pense, aujourd'hui en 2025, c'est que ces deux personnes-là, normalement, elles ne devraient pas se croiser, elles ne devraient pas se parler, et encore moins s'aimer. Parce que d'un côté, voilà, on avait et on a toujours cette DRH ultralibérale de droite, etc., et cet architecte, artiste, idéaliste de gauche. Et moi j'aimais bien que non seulement ils se parlent, qu'ils s'écoutent et qu'ils vivent quelque chose de puissant et fort ensemble. Voilà. Donc ça c'est vraiment les deux raisons. Et puis il y en a une troisième qui est plus, on va dire encore plus incisive. C'est que moi il y avait une phrase dans le bouquin d'Éric que j'adore, parce que je trouvais qu'elle d'une elle résumait parfaitement le bouquin, et de deux elle résume encore parfaitement quelque part le monde dans lequel la plupart d'entre nous vivent. Et cette phrase est la suivante, qui est d'ailleurs dans la bouche de David à un moment donné du film: vous les puissants, vous avez compris un truc génial, vous n'avez aucun problème à assigner des objectifs dont vous savez qu'ils sont inatteignables, parce que vous avez la conviction et l'assurance que quelqu'un quelque part va les remplir, ces objectifs, au péril de sa vie, de sa santé, de sa famille. Et rien que pour cette phrase, voilà, j'enjolive un peu, c'est pas rien que pour cette phrase, mais cette phrase faisait vraiment partie des raisons pour lesquelles j'avais vraiment envie d'adapter le livre. Donc, vous parliez des acteurs justement, donc Damien Bonnard et Jeanne Balibar qui incarnent les rôles principaux. Qu'est-ce qui a motivé votre choix pour ces acteurs et comment avez-vous travaillé avec eux pour développer justement cette relation un peu complexe entre ces deux personnages dans le film? Alors, le personnage de David, il s'est imposé assez rapidement en casting pour moi, parce qu'il fallait quand même quelqu'un de... je dirais que le choix était un peu facile, voilà. Un mec, architecte, 40 balais, bonhomme, sympathique et qui provoque l'empathie du spectateur, un peu empêtré, un peu pâteau, un peu costaud quand même pour être crédible en directeur de chantier. Et en même temps, quelqu'un dont les failles, les fragilités sont un peu évidentes dès qu'on prend un peu le temps de le regarder. Voilà, il n'y avait pas 50 comédiens possibles
pour moi, et Damien est venu assez vite. C'est vrai que pour le personnage de Victoria, c'était vraiment plus complexe, et la réflexion a duré plus de temps. D'abord parce qu'encore une fois, le personnage de Victoria, alors dans le bouquin, elle est plus, hein. Là, évidemment, j'ai gardé quelque chose d'elle, mais voilà, elle peut être assez facilement, comment dire, en restant poli. Voilà, ça peut être un peu la méchante de service, la femme qu'on aime détester, la méchante Hitchcockienne, voilà. Voilà, je pensais souvent à Basic Instinct. J'adore ce film, c'est un très grand film, mais j'avais pas forcément envie d'aller dans cette direction-là et de prendre une femme. Alors, dans le roman, en plus, Victoria, elle a l'âge de David. Et David est marié. Ça fait écho à votre question à laquelle je n'ai pas répondu. Je me rends compte quels ont été les principaux challenges dans l'adaptation. Ça en a été un, de faire que ce personnage de Victoria, qui a absolument tout pour qu'on le déteste et qui a absolument tout pour qu'elle soit caricaturale, malgré tout, reste un personnage qu'on a plaisir à voir évoluer, un personnage complexe, singulier, un personnage qui ne soit pas la méchante de service au 40e étage de sa tour. Donc ça voulait dire qu'il fallait trouver une actrice, il fallait faire un petit pas de côté en casting. Il fallait aller contre les évidences, on va dire, des évidences quasiment physiques. Dans le bouquin, elle est décrite comme une personne très voluptueuse, évidemment très belle, très sexuelle. Et je savais que c'était un piège, parce que ça voulait dire qu'en fait, l'attrait que pouvait avoir David pour elle était un attrait de mâle lambda. Et j'avais plutôt envie qu'il se passe quelque chose de l'ordre de la fascination de lui vers elle. Tout ça pour dire que, après avoir bien réfléchi et fait une fiche de poste, comme Victoria et DRH fait des fiches de poste aussi, on est arrivé à Jeanne Balibar, qui n'était pas une idée qui allait de soi, mais que j'ai trouvé tout de suite. Alors c'est une idée de la directrice de casting, Sounan, et c'est une idée que j'ai trouvée d'autant plus géniale qu'elle décalait vraiment l'attente qu'on peut avoir du personnage. Et en plus, il y a quelque chose que ça permettait, c'était une petite différence d'âge entre David et Victoria, et que ça faisait se déployer l'histoire d'amour et de sexe et de sensualité autrement. Et, vous avez mentionné dans un interview que j'avais lu, vous êtes détaché, avoir une certaine distance par rapport au roman. Est-ce que vous pouvez expliquer les principales différences entre le livre et le film? Je vais faire rapidement, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas lu le livre, et je ne voudrais pas les en détourner. Il y en a deux principales. La première, c'est que dans le bouquin, il y a celle que je vous ai dit, David et Victoria ont le même âge dans le bouquin. David est marié, et David, au début du livre, drague Victoria. Voilà, c'est plutôt lui qui va vers elle et qui la suit et qui tout d'un coup l'aborde. Bon, ce qui me semblait un petit peu compliqué pour le spectateur d'accepter que le mec, il est directeur de chantier sur une tour, il est en retard, tout le monde lui tombe dessus, et malgré ça, il a la légèreté d'esprit de suivre la première femme venue. Voilà, donc ça, j'avais un peu de mal. J'avais un peu de mal, non pas moralement, mais c'est juste que le spectateur, en début de film, il ne faut pas le balader et l'emmener voir 50 pistes possibles. Il faut que tout de suite il comprenne que ce type-là, il a un problème avec la tour et que toute son énergie va être dirigée vers ça. La deuxième grande différence, c'est que dans le bouquin, on ne sait pas si la tour se termine. Et moi, ça me semblait compliqué de commencer un film, avec un enjeu dramaturgique très fort qui est de savoir ou pas si cette tour-là va aller au bout, et tout d'un coup de l'abandonner en chemin. Je pense que ça aurait été vécu par le spectateur comme quelque chose d'assez déceptif. Et la troisième différence, et qui est énorme, concerne la fin du livre et la fin du film, qui sont totalement différentes. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Est-ce que dans votre profession, en tant que présentateur au cinéma, il y a en tout cas certains parallèles avec les métiers du film, c'est-à-dire que vous avez des délais à tenir par rapport à un producteur ou par etc. Oui, c'est évident qu'il y a des vraies passerelles entre la pratique de l'architecte et celle du réalisateur. Il y a plein de points communs. Et puis je dirais que le principal qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que le point de départ est le même. Voilà. Dans le cas d'un architecte, c'est un rêve, un croquis,
quelques traits esquissés sur une feuille de papier qui vont ensuite voilà, affronter tout le processus de fabrication et donc se cogner à toutes les étapes dans lesquelles le réel rentre très très fort. Le premier réel auquel on se frotte évidemment c'est le budget hein, quand on est architecte et le fait de se rendre compte que tout n'est pas possible et qu'il va falloir tout d'un coup amender son dessin, amender son rêve pour faire que voilà, cette tour puisse être un espèce de compromis entre le rêve du bâtisseur et puis les exigences du budget. Et ça, le réalisateur, il le vit tous les jours. Hein. Le réalisateur, il part aussi d'une idée, d'une envie, d'une intuition. Il va écrire un scénario, et puis après, ce scénario va passer à la moulinette de tout un tas d'intervenants, de financeurs qui vont faire que l'idée de départ, le rêve de départ, eh ben, il va être non pas abîmé, mais en tout cas modifié. Et parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Comme vous l'avez également évoqué à la présentation du film, vous avez une expérience d'organisateur de séminaires pour des grandes entreprises. Est-ce que cette profession que vous avez exercée a influencé votre approche du film? Est-ce que le fait d'avoir fait des séminaires pour des grandes entreprises... Expérience, oui, est-ce que vous... Oui, parce que... Vous avez mis un peu du coup votre patte personnelle, évidemment sur... Je pense que j'ai toujours été fasciné quelque part par le monde de l'entreprise. J'ai passé beaucoup d'années, hein, beaucoup trop même, mais en tout cas ça m'a permis de payer mon loyer, mais ça m'a surtout permis voilà, d'observer une réalité, de ne pas être dans le fantasme, et j'espère que le film n'est pas trop manichéen ou caricatural de ce point de vue-là, mais je pense que ça m'a permis voilà, d'appréhender ce qui était à l'œuvre dans ce monde-là, que je ne pourrais d'ailleurs pas généraliser en disant ce monde-là. Mais voilà, de voir et de m'intéresser aux rapports de force qui existent, aux rapports humains tout court, et de voir comment à chaque fois les individus essayent de cheminer, de trouver leur place. Et encore une fois, je ne porte pas de jugement là-dessus. Hein. Évidemment que moi, mon empathie immédiate, elle va vers le personnage de David, parce que manifestement, il n'est pas à sa place, et que moi, je ne l'étais pas non plus. Voilà, et c'est de ça dont j'ai essayé de rendre compte. Il y a un choix stylistique particulier, j'ai trouvé dans ce film. Il y a une lumière particulière, en éteinte bleue, si je ne me trompe pas, et des plans longs. Est-ce que c'est une intention, quelle est votre... il y a une intention derrière ce choix stylistique? Derrière la lumière bleue? La lumière bleue, les plans longs, il y a un choix qui a été... c'est oui, ouais. Alors, quand on n'a pas beaucoup d'argent, il faut avoir du style. C'est un peu la donnée de départ. C'est vrai que comme on n'avait pas un budget pharaonique, on s'est assez rapidement rendu compte avec la chef opératrice, avec Isabelle la monteuse, que on ne pourrait pas tout filmer et que ce qu'on allait filmer, il fallait le choisir. Donc on s'est vraiment posé des questions sur le découpage, effectivement ce que vous dites, hein, la durée des plans, la manière dont les personnages évoluent dans le décor, sur la lumière, sur le style. Et assez rapidement, donc avec Isabelle et Inès, on est tombé sur une espèce de grammaire commune qui avait comme origine, on va dire, pas mal de films américains des années 80, l'un des premiers d'entre eux étant Les Hommes du Président, par exemple. Vous avez présenté ce film dans différentes salles, jusqu'à venir chez nous. Est-ce qu'il y a eu des retours de spectateurs qui vous ont particulièrement marqué? Alors non, je ne vais pas anticiper sur les questions que vous n'allez pas manquer de me poser. Mais en tout cas, j'ai constaté à chacune des 25 000 avant-premières, des 25 avant-premières que j'ai faites, que à la fin se posait toujours une question qui divisait la salle en deux. Voilà. Allons-nous y arriver? Laissons-nous le débat pour trancher. J'ai une question pour Isabelle. Vous êtes chef monteuse, donc vous avez un rôle crucial dans le montage pour la narration, l'émotion véhiculée pour le film. Comment simplement s'est déroulée votre collaboration avec Sylvain pour trouver le rythme et le ton approprié du film? Eh bien, c'est une vaste question là. Mais il faut voir que d'abord c'est une relation de confiance avec Sylvain, une relation de confiance avec le réalisateur. Il faut qu'on ait un langage commun très vite, qu'on s'accorde aussi sur effectivement comment on peut appréhender un personnage, être avec lui.
Donc ça, c'est... Et après, il faut imaginer que c'est comme écrire quelque chose, mais écrire, au lieu d'écrire avec des lettres, on écrit avec des images et des sons. Donc on fait des brouillons, on reconstruit, on avance comme ça petit à petit, des choses marchent pas, il faut tout le temps arriver à se remettre en question. On restructure, on travaille comme ça et on s'entrapporte des idées, on rebondit beaucoup, on travaille aussi avec une musicienne, une compositrice qui nous apporte beaucoup pour la tension, pour la dramaturgie. On est tout le temps comme ça dans des allers-retours jusqu'à ce qu'on arrive à une espèce d'équilibre général. On travaille aussi l'équilibre des comédiens, parce que c'est des comédiens qui sont quand même sur des registres très différents. Jeanne Balibar et Damien Bonnard, elle a un côté très raffiné. Il faut arriver à ce qu'ils arrivent quand même à se parler, à ce qu'on croit à leur histoire, à ce qu'on les aime tous les deux, à ce qu'on aussi comme ça. Et ça, c'est sur le tournage, vous accompagnez. Voilà. Non, j'accompagne pas sur le tournage. Je ne regarde que la matière. D'accord. C'est comme ça. On regarde la matière avec Sylvain et la matière filmée est en général assez différente en termes de perception de ce qu'on a vu sur le tournage. Il y a ce filtre-là des rushs qui fait qu'on voit autre chose, on commence à travailler à partir d'une nouvelle matière. Ouais. Et c'est pas votre première collaboration, c'est ça? Non, on a déjà fait combien tu as dit? 7 films? 7 films ensemble. 3 ou 4 courts et moyens métrages, et puis et tous les longs métrages. Enfin, il y a 4 longs métrages. 4 longs métrages ensemble. Voilà. J'ajoute que pourquoi ça marche très bien avec Isabelle aussi au montage, c'est que je pense qu'il y a une règle d'or au montage, c'est que en fait on peut pas se mentir. On peut pas bullshiter sur ce qu'on a entre les mains. Voilà. Parfois c'est pas très agréable pour le réalisateur quand la monteuse ou le monteur dit pardon mais cette scène est ratée. Voilà. Pardon mais là ton acteur tu l'as mal dirigé, ça va aller à la poubelle. C'est jamais très agréable à entendre. Mais il faut l'entendre ça. Je dis pas que c'est arrivé sur ce film, mais voilà. Non, en tout cas c'est une vérité, ça peut arriver. En tout cas, il faut vraiment avoir ça en tête que en salle de montage, seul le film compte, seul le résultat compte, et qu'on ne peut absolument pas se mentir sur la matière qu'on a fabriquée, qu'on a entre les mains. C'est pour ça que c'est une relation de confiance dans le regard le regard neuf. C'est vrai que ça compte énormément, le regard neuf de la personne qui arrive au montage. Et sur ce film en particulier, est-ce qu'il y a des scènes, des séquences qui ont évolué de manière significative entre le script initial et le montage final? Forcément, il y a beaucoup de séquences qui évoluent, on coupe des dialogues, on restructure, il y a des choses entre ce qu'on écrit, ce qu'on joue et après ce qui est dans le montage, il y a toujours des tas de petites différences. Mais le film était quand même tenu là, par exemple de chronologique et la construction de la tour et l'avancée de la relation entre les deux, qui fait que on était quand même tenu par un scénario assez précis. Mais il y a des scènes qui ont bougé de place. Il y a des scènes qui ont bougé de place, oui. Par exemple, dans le scénario, et pas dans le film, dans le scénario, les Koweïtiens, l'avocat des Koweïtiens arrivait beaucoup plus tard. Là, il arrive assez tôt, et assez rapidement, à 15 ou 16 minutes, je sais pas, il met entre les mains de David cette espèce de dilemme, c'est est-ce que tu vas accepter ou pas l'argent. Dans le scénario, il arrivait beaucoup plus tard, et on s'est rendu compte, là aussi la vérité, que si on respectait ça, le film il allait avoir un gros coup de mou, quoi. Il fallait redonner de l'attention dès le début et aussi permettre aux personnages de se débattre dans plusieurs problématiques à la fois. Nous, en tant que spectateurs, on garde en mémoire pour que ça avance pas, ils règlent une histoire, il y en a une autre qui arrive, etc., et pour qu'on reste dans une tension et qui est un peu à l'image de ce que vit le personnage, c'est-à-dire il y en a de tous les côtés, il n'en peut plus et ça n'arrête pas. Donc ça, c'est effectivement des restructurations qu'on voit au montage. On fait une version, puis on s'aperçoit qu'effectivement, il manque de la tension, il manque un peu de dramaturgie, il manque de l'émotion. Alors on restructure un petit peu, on travaille comme ça en fait. C'est comme une sculpture, on sculpte, on affine, voilà. On peut commencer à faire participer la salle. Je pense que si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, on va vous tendre un micro. Merci. Moi j'ai une remarque et une question. La remarque, si on ne vous l'a pas dit depuis tout à l'heure, c'est un bon film. C'est
un bon film pour 3 choses, parce que d'abord, vous venez d'en parler, vous avez gardé le rythme, on va dire, stressant ou malsain du roman. 2, vous avez un scénario qui fonctionne et qui captive du début à la fin, et heureusement que vous n'avez pas suivi le roman, parce que sinon c'était injouable. Et 3, effectivement, vous avez vachement réfléchi, votre casting sert le tout parfaitement. Alors la question justement sur le scénario, c'est comment vous avez convaincu Reinhardt d'accepter? Est-ce qu'il a participé aux choses? Quelle a été votre relation avec lui pour arriver à ce bel objet? Merci pour le compliment, déjà, ça fait plaisir. Eric, c'est Eric qui m'appelle en 2020 pour me demander si je suis toujours aussi fan de son roman, donc j'ai dit oui, et si je serais intéressé par le fait de l'adapter. Et il me fait lire une version de scénario qu'il a lui-même écrite, adaptée, donc il s'est auto-adapté. Donc je lis, alors évidemment que moi j'ai très envie d'adapter le bouquin, je lis le scénar, ça m'excite beaucoup, mais néanmoins je vois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et des choses que moi j'ai envie de mettre qui n'y sont pas. Donc je vois Eric, je lui dis écoute, j'ai très envie de faire le film, je ne vois aucune raison pour laquelle je ne le ferai pas, mais voilà, j'ai 3 ou 4 doléances très particulières à te faire, et si tu les acceptes, je fais le film. Si tu ne les acceptes pas, ce sera sans moi. Les doléances, c'était les modifications dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la fin, l'érection de la tour, le début, je ne veux pas que David soit dragueur, je veux plutôt que ça lui arrive dessus, et la 4e était, je n'ai pas envie d'écrire avec toi. Alors c'était pas quelque chose de méchant, c'était juste que j'avais l'intuition qu'il fallait qu'il me fasse totalement confiance et qu'il me laisse les coups des franches. Et comme Eric est un auteur très intelligent, très sensible, qui avait totalement conscience des limites auxquelles il était arrivé par sa propre adaptation, il m'a laissé totalement carte blanche. Il a lu les trois versions successives du scénario pour être tenu au courant, et puis aussi parce qu'il avait des remarques dont j'ai tenu compte à chaque fois. Et puis évidemment, il est venu découvrir le film un petit peu après entre le montage image et le montage son. Alors il a été évidemment pour le coup c'était un moment un peu stressant pour moi, parce que l'auteur m'ayant fait totalement confiance sur mon scénario, même s'il avait lu un peu, n'étant quasiment pas venu sur le tournage, sauf pour tourner sa scène, et m'ayant totalement fait confiance sur l'objet que je m'apprêtais à fabriquer, le moment où je lui ai montré le film fini, je me suis dit waouh, il a intérêt à aimer, parce que sinon je suis pas bien. Donc, il était un tout petit peu, il a eu 10-15 minutes un peu, on est allé déjeuner ensemble, il parlait pas beaucoup, voilà. Donc, on a bu un petit verre de vin, il était un peu stressé, on s'est un peu regardé, on était un peu stressé, oui. Qu'est-ce qu'il a, il aime pas, il y avait un petit truc qui lui, je crois que c'était sur le club échangiste, il avait un truc, bon, en fait. Donc j'ai contre-argumenté, et donc il a dit ok, pas de souci, puis il est venu voir le film 2e fois, puis une 3e fois, et voilà, et c'était non pas réglé, mais en tout cas voilà, il aimait le film. Bonsoir, j'ai 2 questions. Je voudrais savoir, la première question, est-ce que c'est tourné dans une boîte échangiste ou c'est tourné... À votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais pas. C'était pas une question piège. Est-ce que c'est tourné dans une club Alors non, on a failli tourner dans un club échangiste, mais c'était compliqué parce que c'était un endroit, en tout cas celui où on aurait pu tourner parce qu'on en avait l'autorisation, était très sombre et avec très peu de possibilités de l'éclairer. Or, vous savez que au cinéma, un des premiers trucs qu'il faut faire, c'est éclairer. Donc on s'est rabattu sur une boîte de nuit traditionnelle, qu'on a entièrement accessoirisé et dans laquelle on a fait arriver des figurants spécialisés également. Et je voudrais savoir, deuxième question, je voudrais savoir le budget du film. Combien vous diriez? 2 millions? Bonne réponse. Vous êtes directeur de prod? Non. C'est 2 millions, ouais. Ce qui est pas beaucoup. Le parti pris de montrer les visages est vraiment très fort et très beau. Je trouve qu'ils ont tous les deux des très beaux visages, mais des visages très différents. Est-ce qu'au montage, l'accentuation du visage de l'acteur a été vraiment... Parce qu'on voit son visage presque
presque se marquer petit à petit, se dégrader. On voit ces cicatrices, on voit c'est de plus en plus fort. Est-ce que ça a été pris en compte ou est-ce que c'est juste un fait du montage? Et l'autre question, pourquoi François Bunel apparaît dans cette séquence et il y a certainement une signification? Parce qu'il y a un enchevêtrement du stress, des histoires, des comédiens. À un moment, on se demande si jamais elle est commanditaire un peu de ce truc-là aussi. Finalement, on voit que c'est deux histoires séparées. Mais il y a effectivement un climax qui monte comme ça. Et François Bunel, qui est plutôt un garçon plutôt sympathique, on le sent très, très énigmatique et un peu lourd dans son rôle. Merci. Je lui dirais. Bon, pour le montage, oui, évidemment, ça a été pensé au tournage, cette dégradation, ce durcissement comme ça du visage de Damien. À la fin, c'est des gros plans, il y a une contre-plongée, comme ça, où on voit vraiment sa cicatrice, il est en très gros plan, la lumière est plus dure sur lui, il est marqué, il a été marqué. Et c'est vrai que le montage va vers ce gros plan, en fait, petit à petit dans le film. Et même ce contraste comme ça, où ça devient très noir, ses cheveux très noirs, comme ça, il est très... Donc ça, c'est quelque chose qui est pensé au tournage et qui est mis en valeur évidemment après au montage, mais qui est pensé déjà. La cicatrice et le maquillage, voilà. Mais c'est vrai que c'est bien, merci de l'avoir vu, parce qu'effectivement, c'est une progression visuelle sur ce personnage, sur ce visage, qui au début paraît quand même assez heureux finalement. Il n'a pas cette tension qui vient petit à petit le dévorer. Et pour François Bunel, alors il nous restait deux petits rôles à caster, qui sont des rôles un peu piégeux parce qu'il n'y a quasiment pas de texte. Il restait donc le rôle du mari de Victoria et le rôle de l'amant de Victoria. Et pour des raisons, le budget, moi, ne nous permettait pas de prendre des acteurs connus ou identifiés qui accepteraient de faire ce qu'on appelle un caméo. Donc il fallait avoir une idée. Voilà. Et moi, j'avais pas envie. Pour moi, Victoria est tellement forte et tellement puissante qu'on n'accepterait pas que son mari soit une endive et son amant pareil. Donc il fallait avoir une idée. Voilà. Bon, moi, j'en avais pas. Mais c'est pour ça qu'on travaille avec des directeurs et des directrices de casting. Et c'est ma directrice de casting qui m'a dit mais pourquoi est-ce que le mari ne serait pas Eric Reinhardt? Vous avez tous reconnu, j'imagine, Eric Reinhardt dans le rôle du mari. Et je trouvais l'idée géniale parce que c'était non seulement c'était un clin d'œil, mais c'était un clin d'œil un peu méta. Le père de Victoria devient son mari à l'image. Je trouvais ça intéressant. Et pour le rôle de l'amant, c'était la même problématique. Qui, pour jouer le rôle de l'amant, qui soit à la hauteur d'Eric Reinhardt, parce qu'il devient son mari à l'image. Donc il fallait trouver quelque chose de moins aussi fort, ou quelqu'un de moins aussi fort. Et là encore, rebelote, idée géniale de François Bunel. Et clin d'œil méta à nouveau, parce que voilà, le journaliste littéraire qui, le premier, a su voir en le système Victoria un roman de première ampleur. À l'époque, en 2011, c'était François Bunel. Et donc voilà, celui qui a accompagné la naissance, quelque part, du romancier, devient l'amant de sa femme. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Je voulais comprendre l'utilisation de la nudité et de la sexualité dans le film, ça a été évoqué. Pourquoi ces nues frontales et les scènes de sexe, est-ce que c'était un message sur la libération de leur corps par rapport au stress de leur métier ou une complétude de l'histoire d'amour? Voilà, j'aurais bien voulu pour votre regard là-dessus. Merci beaucoup. Bonne question. Le sexe et la nudité, le sexe et la nudité, ça va ensemble. En tout cas, pour moi, ça va ensemble à l'image. Alors, c'est sûr que je parle d'un roman où il y a énormément de scènes de sexe qui sont extrêmement frontales, décrites de manière assez crue, et un roman dans lequel le sexe est vraiment le noyau, le moteur et le ciment de la relation entre les deux personnages. Moi, je savais que c'était pas ce que je voulais faire. Je savais que ce qui allait aimanter la relation devait être bien au contraire cette tour, l'érection de la tour. Mais pour autant, j'avais très envie de raconter cette histoire entre les deux, j'avais très envie qu'on y croie. Et voilà, quelque part, je fais un petit pas de côté. Moi, quand je vais au cinéma, que je vois des histoires d'amour très fortes entre deux personnages, que tout attire et qui vont vivre quelque chose de fort,
s'il n'y a pas une scène de sexe, quelque part, j'y crois pas. Voilà. J'ai besoin de ça. Et quand je dis scène de sexe, ça ne veut pas dire scène de sexe qui dure 10 minutes ou Abdelhafid Kechiche, la vie d'Adèle. C'est pas ça. C'est que j'ai besoin de le voir. J'ai besoin de le sentir. J'ai besoin que le réalisateur me donne à ressentir qu'il se passe vraiment quelque chose d'unique et que ces deux-là ont quelque chose à voir ensemble. Donc ça veut dire qu'il fallait, il fallait traiter ça, et en tout cas il fallait surtout ne pas l'éluder. Et c'est le statut de cette première scène, voilà, entre les deux, que j'ai mis beaucoup de temps à écrire, voilà, parce qu'elle n'était pas facile à écrire. Pendant très longtemps, elle a été assez anecdotique et donc elle ne racontait rien. Pendant une autre période, elle a été beaucoup trop longue et on a trouvé un espèce d'équilibre qu'on a essayé de garder avec la chef opératrice, de filmer cette scène de sexe de la manière la plus élégante, de choisir un découpage, de choisir un éclairage qui fasse que on ne soit pas encore une fois dans quelque chose de naturaliste, de trop frontal ou de trop cru, et en même temps dans une scène qui dit ce qu'elle a à dire, c'est-à-dire il est fasciné par elle, elle est puissante et libre. Allô, vous m'entendez? Bon, j'ai beaucoup aimé le film. Je viens d'envoyer un mail à mon beau-frère qui a permis la construction des 2 tours qui se trouvent le long du périphérique vers Bercy. Et ça va sans doute l'intéresser. Et je voulais vous demander justement, cette tour, est-ce qu'elle a vraiment existé? Et comment on peut tourner dans ces conditions, dans une tour qui est en pleine construction? Et à la fin, est-ce que c'est un trucage ou elle existe vraiment? Merci. Très bon film. Merci, monsieur. Alors, vous devez parler des tours du haut, hein, les tours du haut que j'ai visité au moment où elles n'étaient pas encore terminées, parce que le film avait failli se faire à cette époque. Alors, votre question est super parce que on a parlé de casting, on a parlé de Damien, on a parlé de Jeanne, mais quelque part le plus difficile dans la fabrication de ce film, ça a été de trouver une tour. Parce qu'encore une fois, on n'avait pas matériellement le budget pour pallier à ça et pour tout recréer en VFX. Donc il fallait trouver une tour qui soit dans un état d'avancement suffisamment pertinent pour qu'on puisse y croire, et une tour pour laquelle son agenda correspondrait à notre agenda de tournage. Or, il n'y en avait pas. Donc j'ai cherché à Tours, pas à Tours, il n'y a pas de tour à Tours. Voilà. Il y a plein d'autres trucs à Tours, mais il n'y a pas de tour. À Lyon, il y a la tour Tau-Lyon qui se terminait. J'ai fait une demande, mais voilà, ils n'ont pas voulu. Ils ne voulaient pas s'empêtrer d'une équipe de tournage. Il y avait les tours du haut que j'ai visitées, mais elles allaient beaucoup trop vite. Et puis moi, je n'avais pas le budget, donc c'était mort. Il y avait la tour Pleyel qu'on a visitée, mais ils avançaient trop vite. Ils m'ont dit non. Et donc j'étais vraiment dans la merde. Et à un moment donné, en repérant, je suis tombé sur une tour à la Défense qui s'appelle la tour Open, H-O-P-E-N, qui était non pas en construction, mais en totale rénovation. Donc c'était un squelette de béton qui commençait à être recouvert par le bas, hein, donc les travaux avançaient bien, avec une grande grue qui coiffait le tout. Et elle était parfaite. Malheureusement, on était en retard avec le budget, et donc petit à petit, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va faire? Et là, il y a eu un gros coup de pouce du destin. Ils ont eu un truc qui n'arrive jamais sur un chantier, qui est un accident de grue. La grue qui coiffait la tour, un jour, à la suite d'une malencontreuse manipulation humaine, s'est pliée en deux comme ça. Et cette tour qui avançait vraiment à un rythme assez soutenu, tout d'un coup a pris 7 mois de retard. Et ce sont ces 7 mois de retard qui, moi, et qui nous ont permis tout d'un coup de se greffer là-dessus et d'envisager qu'on puisse tourner à l'intérieur. Donc je me suis rapproché du directeur de chantier qui a accepté, alors là de manière totalement bienveillante et inattendue, parce qu'il n'avait aucune raison de le faire. Il a accepté notre équipe de tournage. On a tourné 2 semaines l'été dernier. Et voilà. Et donc c'est la tour que vous voyez au début du film. La tour que vous voyez au début du film est la tour dans laquelle on a tourné, avec les grues ajoutées en effets spéciaux. La tour que vous voyez à la fin du film, entièrement recouverte, est une tour d'effets spéciaux. Elle n'existe pas. Qui n'existe pas. Mais qui, je pense, existe. Maintenant, la tour Open, je pense qu'elle est. Pas comme ça. Non, pas comme ça, parce qu'on n'avait pas l'autorisation de se servir du dessin de leur façade. Et la tour terminée à l'intérieur de laquelle on tourne le cocktail avec le promoteur qui dit buvez un coup à ma santé. Ça, c'est une autre tour qui était à, je dirais 150 mètres à vol d'oiseau de notre tour.
Petit détail assez amusant d'ailleurs, donc on a tourné dans 2 tours qui sont maintenant totalement terminées et totalement vides. Voilà. Bonsoir. Je voulais vous féliciter pour ce film que j'ai beaucoup aimé. J'ai déjà transmis à Instagram des photos et un texte. J'ai bien aimé, je trouve qu'il est tout à fait dans l'air du temps. Et ça pourrait presque être une histoire vraie. Parce que je pense que dans ce milieu-là, à ce niveau-là, ça se passe comme ça. Toutes les scènes sont presque vraies, je pense. J'ai travaillé longtemps dans une société américaine et donc voilà, je voulais vous féliciter. Tout était très très bien. Merci beaucoup. Merci. C'est la Trump Tower? Mais ceci dit, en attendant que le micro arrive, moi je pars d'une matière qui est déjà beaucoup dans le livre d'Éric, qui lui-même s'était beaucoup documenté et avait passé énormément de temps avec 2 directeurs de chantier pour se documenter et trouver la matière de son livre. 2 directeurs de chantier qui d'ailleurs ont terminé les 2 en burn-out. Bonsoir. J'ai une question en fait assez particulière qui concerne l'affiche en fait, l'affiche du film. Je la trouve absolument hideuse. Et ce que je veux dire, c'est que sur 100 films que je vois, enfin, c'est une fois sur 30 je trouve une affiche de film hideuse. Et en fait, je me suis fait violence ce soir pour venir voir le film avec une affiche aussi laide en fait. Et c'est la première fois que je vais au cinéma voir un film où l'affiche est hideuse en fait. Et je voulais savoir pourquoi tel choix aussi raté quoi. Tout le reste est réussi, mais l'affiche est sincèrement, je pense qu'elle va rebuter pas mal de gens. Et je comprends pas. C'est compliqué Bon, je ne vous surprendrai pas en disant que la fabrication de l'affiche et le choix de l'affiche sont plus du ressort du distributeur et du producteur que du réalisateur et obéissent à une autre logique, surtout, obéissent à une autre logique qu'esthétique. Voilà. Après, voilà, j'entends. Ne le dites pas trop autour de vous, que l'affiche et incitez plutôt les gens à aller. Et ouais, Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film. J'avais 2 questions, une pour Sylvain et une pour Isabelle. La première, comment vous avez traité, que ce soit en préparation ou pour le tournage, les scènes intimes? Est-ce que vous avez fait appel à un coordinateur ou coordinatrice d'intimité? Et pour le montage, on voit à plusieurs moments un effet de montage un peu, je sais pas comment dire, mais un peu à la James Bond, avec l'œil qui s'ouvre. Comment vous avez réfléchi à ça? Parce que c'est vrai que je trouve que ça, on va dire, casse un peu toute l'ambiance du montage où il n'y a pas forcément ce style-là. Comment ça a été réfléchi? Merci. C'est l'ouverture, le diaph, l'ouverture. Non, ça s'est trouvé en cours de montage, effectivement. C'est des sortes d'ellipses. Je ne sais pas si ça casse le montage, moi je ne trouve pas, personnellement. Mais on peut penser que le dernier, en fait, donc quand ça s'ouvre dans l'ascenseur, comme ça, cet œil qui s'ouvre dans l'ascenseur, ça donne une forme d'étrangeté à la dernière scène. Donc au départ, on ne sait pas s'il est mort, pas mort, ce qui lui est arrivé, si on va rentrer dans une histoire qui est une histoire comme de l'au-delà, ou une vraie séquence. Il y a une sorte d'étrangeté comme ça, qui est aussi dans sa tête sûrement, et qui revient d'une certaine façon à la... Voilà, quand il ouvre la porte de l'appartement et qu'il pose les courses, on est à nouveau avec lui dans sa vie quotidienne, mais il y a une espèce de temps flottant comme ça. Et ces ouvertures au noir, c'est un peu cette idée-là, voilà, de créer une sorte de temps flottant dans la réalité de ce personnage. Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus Moi, je dirais que ces fermetures à l'iris et ces ouvertures à l'iris, on les a pas du tout conscientisées. C'est vrai que très très vite au montage, moi j'ai eu vraiment cette intuition. J'emploie souvent le mot intuition,
mais parce que voilà, vous faites un film quand même avec des intuitions et vous essayez de vous y tenir. Très vite, j'ai eu l'intuition que les grandes scansions du récit, donc les première partie, deuxième partie, troisième partie, devaient être séparées par cet effet, voilà, qui effectivement est pas très courant, qui est assez visible, mais qui, moi voilà, enfin, je ne saurais pas l'expliquer autrement que comme voilà, une espèce d'intuition qui m'a traversé. Sur les scènes intimes, sur la fabrication des scènes intimes, c'est une excellente question, on la pose souvent, et encore plus aujourd'hui. Donc, et ça rejoint un peu la question de monsieur là-haut. Je savais qu'elles étaient très importantes, qu'il fallait qu'elles soient réussies. Et pour ça, il y a une seule condition, c'est de bien les anticiper, bien les travailler et bien les préparer. La quasi-totalité des situations où ça se passe mal, vous entendez parler et vous avez des actrices ou des acteurs qui sont très malheureux de la manière dont ça s'est passé, très malheureux à juste titre. La quasi-totalité des cas viennent du fait que la scène n'a pas été préparée, n'a pas été discutée. Pourquoi ? Parce que le réalisateur il a eu peur. Peut-être qu'il est feignant, mais en général c'est la peur. Et il s'est dit que c'est un peu gênant ces scènes et qu'on verra bien le jour J. Et que le jour J, c'est déjà trop tard, et que vous lâchez votre comédien, votre comédienne, tout le monde est stressé, et c'est dans ces moments-là que ça se passe mal, voilà, et vous faites n'importe quoi. Donc on savait, et moi je le savais parce que j'en avais déjà tourné, que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, et qu'au contraire, il faut aborder le sujet le plus tôt avec la chef opératrice. Donc on a passé 2 ou 3 jours à découper cette première scène, à se dire là, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va pas voir, mouvement de caméra, découpage, nudité, est-ce qu'on filme les sexes, le sein, tout ça, qu'est-ce que voilà. Ensuite on en discute avec les comédiens, où je leur ai dit très tôt en amont, on va voir ça, on va voir ça, on ne va pas voir ça, la scène se fera en 4 plans, donc ils sont au courant. Damien et Jeanne se connaissaient très bien, amicalement, n'avaient individuellement pas de problème avec la nudité, donc c'était déjà quelque chose d'assez qui facilite les choses. Très vite, ils m'ont dit que pour cette scène-là, ils n'avaient pas besoin de coordinateur d'intimité parce qu'ils se sentaient suffisamment en confiance l'un avec l'autre, les deux avec moi, et l'ensemble avec ce que je leur proposais de fabriquer, que ma foi, voilà, ça devait rouler. Et puis Damien avait amené un petit accessoire un peu magique qui facilite beaucoup le tournage de scènes de sexe, qu'il a fabriqué lui-même. Et qui est une coque, voilà, une coque, C-O-Q-U-E, une coque qu'il a, alors, il est un peu bricolo, hein, donc il est très manuel. Je ne sais pas en quelle matière elle est, en tout cas c'est une coque qu'il se met sur le sexe, qui s'accroche par derrière, et qui, durant le tournage de la scène, prévient toute réaction mécanique un peu gênante pour sa partenaire. Voilà. Et ça, mine de rien, ça facilite énormément les choses. Voilà. C'est-à-dire que la partenaire se sent totalement libre, respectée et pas du tout importunée. Et puis Damien, il fait ce qu'il veut avec son truc, puisqu'il a la coque dessus. Voilà. Donc voilà, pour toutes ces raisons, ça a été, cette première scène s'est très bien passée. La deuxième, dans la voiture, s'est très bien passée. Elle était plus facile à tourner. Hein. Et dans le club échangiste, alors il y a 2 moments dans le club échangiste. Il y a la traversée avec les figurants, donc eux qui sont des figurants professionnels libertins, donc recrutés par la chef de poste, Valérie Trajanowski, et qui viennent ici parce qu'ils sont à l'aise avec ça, et vous pouvez leur demander ce que vous voulez, enfin ce que vous voulez, ce dont la scène a besoin, et ils le font. Voilà. Donc en tout cas, ça s'est bien passé. Et là où j'ai manqué de vigilance, petit mea culpa, et là où j'aurais dû, pour le coup, faire appel à un coordinateur d'intimité, même si c'est pas grand-chose, c'est ce qui se passe entre Damien, Jeanne et le couple libertin. C'était la fin de tournage, voilà, on avait passé les 2 grosses scènes de sexe et puis d'autres difficultés, donc voilà, on disait que quelque part ça roulait bien. Et en fait, c'est dans cette espèce de petite scène qui dure pas longtemps où ça s'est pas très bien passé, voilà, et où Damien et Jeanne ont pas kiffé ce qui se passait avec le couple. Et où là, normalement, avec l'intervention d'un coordinateur d'intimité, tout aurait été très très balisé. Voilà. D'ailleurs, quand vous regardez la scène,
à la fin, ils tombent tous sur le lit comme ça. Donc on a vraiment coupé ça à la seconde, enfin non pas à la seconde, à l'image. Parce que l'image d'après, Jeanne, furieuse, se lève, sort du champ et nous traite tous de gros connards, elle en a marre, elle a quitté le tournage, voilà, parce qu'elle n'a vraiment pas supporté que le figurant, je sais pas, l'embrasse dans le cou, enfin voilà, des trucs qui n'étaient pas prévus. Et ça, c'est de ma faute. Bonsoir, déjà je voulais vous remercier parce que moi j'ai beaucoup appris sur le bâtiment, c'est comment ça se faisait, comment ça devait se terminer, quels étaient les enjeux économiques et financiers. Donc déjà merci pour ça. Ensuite, quelque part, je ne suis pas très étonnée que la salle que vous avez quittée après les projections était un peu divisée, car en avant-propos, vous avez proposé que ce film puisse se voir politiquement avec une droite et une gauche. Moi, je n'ai pas vu ça du tout. J'ai vu des sachants, des puissants, des exécutants, mais je n'ai pas vu une politique marquée. Enfin voilà, c'est un monde économique, un monde du bâtiment. Voilà, comme le monde économique, comme la Terre, elle tourne malheureusement. Mais je pense que peut-être dans les ouvriers, il y en avait peut-être de droite, et peut-être que dans les fameux sachants, dont l'architecte, effectivement, qui peut-être effectivement pouvait être de gauche, mais je n'ai pas pu les marquer. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et à aucun moment dans votre film, j'ai eu ces curseurs-là. Plutôt, par contre, pour moi, la manipulation est extrêmement marquée. La manipulation d'individus envers d'autres individus, par l'argent, par effectivement le stress, par les enjeux, ce qui reste d'ailleurs un mystère à la fin, parce qu'on ne sait pas vraiment à la fin quelle est cette femme et qui peut-être l'a amenée à emmener toutes ces intrigues-là, et presque, on pourrait presque penser à se vendre, parce qu'elle-même a eu de gros intérêts, on le voit à la fin du film. Voilà, merci. En fait, je pense que je me suis mal exprimé tout à l'heure. J'entendais pas que la salle se clivait, ou en tout cas que le film clivait entre les gens qui seraient de droite, entre guillemets, et les gens qui seraient de gauche. Ce que je veux dire, c'est que, invariablement, à la fin du film, et vous venez de m'en offrir l'occasion, la salle se partageait, plutôt que diviser, se partageait entre les spectateurs qui pensent que Victoria a ourdi ce complot depuis le début du film, et n'est là depuis le début que pour manipuler David et arriver à ses fins, et les autres personnes qui pensent qu'au contraire, ils ont assisté à une véritable histoire d'amour, une attirance sincère des deux côtés, ce qui n'empêche pas, par ailleurs, que Victoria ait pu se saisir d'une opportunité de job dans le laps de temps. Voilà. C'était plutôt cette division que je notais. Gauche, parce que tu as parlé, je pense, du livre. Ah oui, c'est droite gauche. Ouais. Mais d'ailleurs, qui pense que Victoria a tout manipulé depuis le début? Alors, on est dans le 15e, là. Et qui pense à l'inverse que Victoria est sincère? Et c'est peut-être un peu les deux. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment la question qui nous... Enfin, on se l'est posé à chaque... non pas à chaque seconde, mais très 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 souvent au montage, d'essayer de lutter contre ce biais naturel du spectateur à se dire que tout est manipulé depuis le début. Oui, c'est pas... Peut-être une dernière question avant de quitter, s'il y en a une présente. Ah, dernière question première.
Deux choses. D'abord, après j'aurai une question à Isabelle et à Sylvain concernant le montage. Mais la première chose, je voulais dire qu'en l'espace de peu de temps, ça fait 2 films que je vois qui parlent de l'architecture, de Brutaliste, et puis ce film-là. Et les deux ont un même parallèle, c'est-à-dire que le monde de l'architecture, apparemment, par un propos de film, est très très compliqué, manipulateur, etc. Une espèce de thriller à chaque fois. Voilà, c'est ça que je voulais dire, parce que c'est étonnant de voir 2 films d'architecture en très peu de temps, alors qu'il a fallu attendre longtemps pour qu'il y ait un excellent film qui parle de ce sujet. La question que moi je veux poser, c'est comment vous travaillez sur le montage d'Isabelle, c'est-à-dire est-ce que vous travaillez pendant le tournage, chaque semaine vous avez des plans et Sylvain continue de tourner, ou alors Sylvain attend la fin du tournage, vous avez tous les plans à la fin après le tournage et vous commencez le montage. Parce que c'est pas du tout la même façon de travailler les plans. Tout à fait, vous avez la matière qu'à la fin que pendant. Maintenant, avec Sylvain, on travaille. Sylvain tourne, il finit de tourner. Je ne monte pas du tout pendant ce temps. Et ensuite, il s'arrête un peu quand même pour se reposer. Et puis, nous regardons ensemble tous les rushs, absolument tout. Avec ce que ça nous fait comme impression, ce que ça nous raconte, ce qu'on trouve bien, ce qu'on trouve pas bien, un peu indépendamment du film qu'on va monter, voilà. Et on note, on prend des notes, on choisit, puis je commence à monter un peu les séquences toute seule, et puis Sylvain vient et ça lui fait une sorte de premier montage qu'il peut voir comme ça, et me donner des retours, des idées, et on avance comme ça petit à petit. Et moi je trouve que c'est essentiel de partager la première vision des rushs avec le réalisateur ou la réalisatrice, et d'adopter tout de suite un langage commun et voir ce qui nous touche, ce qui nous plaît, etc. tout de suite. Pour Sylvain, souvent, c'est redécouvrir aussi la matière par rapport à la matière qu'il a tournée, parce que c'est comprendre sa matière, la voir pendant qu'on est en train de tourner, c'est quand même aussi compliqué. Là, c'est une distance. Et moi, je suis là aussi pour la regarder avec lui et commencer à projeter le film, à rêver un peu le film et à voir comment on va s'y prendre. Mais je pense, pour moi, c'est beaucoup mieux que de monter pendant le tournage. D'accord. Et concernant Sylvain, est-ce que vous travaillez avec un storyboard pour certains plans compliqués, ou alors c'est tout à l'instant, au jour le jour? Surtout pas. Non, on travaille. Alors le film, il est prédécoupé. Donc avant le tournage, moi j'ai fait 2 mois de rendez-vous quotidiens avec la chef opératrice. Donc on découpe le film en se disant, voilà, pour telle séquence, on va faire, je dis n'importe quoi, hein, champ contre champ, puis après peut-être un plan comme ça, puis un autre comme ça. Et ensuite, quand on fait les repérages, la chef opératrice prend des photos des repérages, prend des photos des futurs axes et me montre visuellement à l'équipe un espèce de prédécoupage photographique, voilà, qui est à mi-chemin entre, qui est plus proche du storyboard que de l'instinct pur. Pendant le tournage, vous n'avez aucune idée du montage que vous voulez à la fin? Non, je me pose pas trop la question. Pendant le tournage, la seule chose que j'ai en tête, c'est d'accumuler le plus de matière possible, du plus grand éventail de possibilités, pour ensuite ne pas être en manque au montage. Voilà. Après, c'est un film, encore une fois, qui a un budget modeste. C'est un film pour lequel le scénario est assez précis, et le jour de tournage, ne déborde pas. On sait à peu près la gueule qu'va avoir le film avec ce que vous êtes en train de fabriquer chaque jour. D'accord. Merci. Merci à vous. Merci d'être venu jusqu'à chez nous. Merci à vous. N'hésitez pas à parler du film, il sort le 5 mars et je souhaite tout ça très longtemps.